شكرا. Merci, Madame la Présidente Myriam Elouen, pour cette allocution d'ouverture. Après ces deux allocutions, j'invite Monsieur Malik Ralleb, membre de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, et également professeur, membre à Toulouse, directeur de recherche émérite au CRNS, pour la modération de cette conférence inaugurale. Et après cette conférence inaugurale, on va poursuivre avec les sessions de cette conférence. Merci. صباح الخير. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que cette conférence est un petit peu... Voilà, donc on travaille dans le cadre du travail du réseau européen des conseils d'éducation, qui comprend plusieurs pays européens, mais aussi des pays comme le Canada et le Maroc. Et donc, ce réseau, à chaque assemblée générale, annuellement, il y a l'organisation d'une conférence pour pour une thématique qui est choisie. Et puisque la majorité des intervenants se sont exprimés et vont s'exprimer en anglais, moi aussi je vais m'exprimer en anglais. Mesdames et messieurs, chers amis de l'UNEC, chers invités, merci d'avoir répondu présent. Je vais le dire en arabe pour nos amis. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit, en arabe. Donc, dans la tradition de l'UNIC, annuellement, il y a l'organisation d- d'un séminaire avec avec des thématiques qui sont choisies, qui sont l'objet d'intérêt de la part des membres. Et cette année, nous avons choisi justement l'intelligence. Les membres se sont mis d'accord sur l'organisation d'un séminaire portant sur l'intelligence artificielle et l'éducation et les défis inhérents à cette technologie, les difficultés qui transcendent tous les secteurs. Et l'éducation, c'est un secteur qui devra s'adapter, se préparer à une transformation profonde pour l'incorporation de l'intelligence artificielle d'une manière fluide et intelligente. Aujourd'hui, nous avons Monsieur Malik Rallab, membre résident. Il est membre de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, membre du CRNS, enseignant la robotique. Il contribue sur des sujets tels que la planification du raisonnement et les comportements, ayant publié près de 200 publications. Et il a enseigné l'intelligence artificielle dans plusieurs universités en France, en Chine et aux États-Unis. Il était le directeur du programme de recherche en intelligence artificielle en France. Il est membre de l'Institut de Toulouse pour l'intelligence artificielle et pour l'informatique. Monsieur Malik Rallab, vous êtes la bienvenue. La parole est à vous. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Je suis ravi. J'ai l'honneur de commencer ce programme riche en informations avec une présentation sur les principes et les potentiels, mais aussi les limites de l'intelligence artificielle dans l'éducation. La plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de l'intelligence artificielle.
Et il y en a même, tout le monde utilise l'intelligence artificielle. Vous l'utilisez tous les jours, des fois sans vous en rendre compte. Donc, je vais commencer. Alors, l'intelligence artificielle ne consiste pas à imiter l'humain. C'est une idée reçue. L'intelligence artificielle, c'est comprendre et modéliser l'intelligence. Et il y a un moyen scientifique pour le faire. C'est-à-dire, elle vise à mécaniser les tâches cognitives et de voir si ça marche sur la base de critères. Donc c'est ça l'objectif de l'intelligence artificielle en tant que champ de recherche. Et il y a plusieurs applications. Je vais revenir maintenant, je vais vous parler des méthodes qui sont le raisonnement et la modélisation du savoir, mais aussi les données et l'induction statistique. Alors l'histoire de l'intelligence artificielle est riche avec des racines qui remontent au Moyen Âge, des réflexions moyenâgeuses qui portaient sur le raisonnement mécanisant, le calcul mécanisant, mais je ne vais pas trop me pencher là-dessus, faute de temps. Je vais juste évoquer deux choses qui ne manquent pas d'importance. Les histoires à succès de l'intelligence artificielle sont nombreuses et avant 2010, l'intelligence artificielle portait surtout sur des tâches spécialisées ciblées qui étaient très coûteuses. À part des tâches, on ne pouvait pas faire grand-chose avec l'intelligence artificielle. Et puis, il y a 15 ans, nous avons réalisé de grands progrès en termes d'interprétation des données après 2010. Il y a 5 ans, nous avons commencé avec la génération des données, la génération de données, qu'il s'agisse de textes, d'images, de sons, de musique, de vidéos, tout type de données, même les données scientifiques. Et ça, c'est un jalon très important qui a été parcouru, qui a été réalisé. Nous sommes partis des tâches spécialisées pour arriver à la génération de données, passant par l'interprétation des données. Mais en fait, l'intelligence artificielle n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui. Alors, deuxième élément que j'aimerais souligner ici, pour 15 ans, nous avons travaillé avec l'intelligence artificielle alors que la science dépassait la technicité. Nous savions plus que ce que nous voulions réaliser. Donc, je parle sur la base de mon expérience. Récemment, les techniques dépassent la science. Nous faisons plus comparé à ce que nous comprenons. Alors, je vous donne un exemple. Le programme qui a vaincu Gasparov aux échecs il y a 25 ans, ça nous a pris 15 ans pour appliquer efficacement ce logiciel, ou bien ce modèle. Et il y a 5 ans, Jie, un programme AlphaGo qui a vaincu en 2017 pour le jeu du Go. Maintenant, nous avons des machines qui sont trop puissantes et qui ne sont pas assez comprises. Donc voilà ce que j'ai voulu dire à propos de l'histoire de l'intelligence artificielle. Maintenant, je vais vous parler des fonctions cognitives que l'intelligence artificielle essaye de modéliser, ou le raisonnement, la perception, l'action, l'interaction et l'apprentissage. Et les méthodes sont la logique, la probabilité, les réseaux et les contraintes. Commençons avec le raisonnement. Le raisonnement porte sur la démonstration. Démontrer, décider, planifier, diagnostiquer, concevoir, expliquer et prédire. Vous pouvez automatiquement, par exemple, deviner la réponse à cette énigme. C'est ça le raisonnement. C'est-à-dire un pattern de logique. Si on dit que, par exemple, par induction, John est partenaire avec Peter, John est honnête, Peter est en partenariat avec Tom, Tom est malhonnête. L'un d'eux est une personne honnête associée à une personne malhonnête. Je vous laisse réfléchir à la réponse à cette énigme. Il y a ici un théorème qui a été développé pour plus de 15 années pour approfondir les théorèmes mathématiques, la théorie de groupe, des réseaux tels que celui-ci qui a été développé à l'université de Pittsburgh pour le diagnostic
et des maladies touchant le foie. Alors, voici quelques fonctions qui ont été automatisées en termes de perception et qui permettaient de percevoir des signaux grâce à des capteurs et qui permettaient d'interpréter les signaux voilà, concernant des objets, des personnes, les sons. Donc, pour un ordinateur, il n'est pas facile de définir chaque élément de cette image, car un ordinateur, c'est juste une matrice de nombres ou de chiffres. Alors que maintenant, il faut segmenter l'image en zones homogènes pour les labelliser, pour leur donner des labels ou des étiquettes. C'est ce qui permet donc à la machine d'identifier ce qu'elle voit. Passons à l'action et à l'interaction. Si vous connaissez bien l'environnement, vous pouvez un peu pré-programmer un peu de tout. C'est-à-dire, si vous connaissez bien l'environnement, vous pouvez... Mais si vous ne connaissez pas l'environnement, il faut un certain niveau de raisonnement derrière. D'où l'intelligence artificielle, des actions qui ont porté sur l'automatisation des déplacements, de la navigation, de la manipulation des objets, de la communication et de l'interaction avec les autres. L'apprentissage. Pour avoir une meilleure interprétation, il vous faut des modèles et donc il vous faut apprendre des expériences à partir d'exemples, d'expériences, d'instructions pour la reconnaissance des objets, les personnes et les scènes, l'acquisition du savoir-faire et des compétences, l'acquisition des conséquences, des méthodes et des modèles. Alors, ça, il n'y avait pas de pré-programmation ici. C'était juste l'apprentissage par erreur et on a appris à cette main pour résoudre ce cube de Rubik's. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par... On a appris à la machine d'être plus à droite, une manipulation de ce cube, une manipulation à droite. Donc voilà les quatre volets, la perception, l'apprentissage, le raisonnement, l'action et l'interaction. Et ce sont là les éléments qui concernent directement l'éducation. Moi, je ne conçois pas un système éducatif correct qui ne soit pas capable de raisonner ou capable de percevoir, capable d'apprendre et capable d'agir et d'interagir. Et nous avons besoin de ces quatre composantes. Et c'est ça le défi aujourd'hui, c'est de les intégrer. Donc, quelles sont les méthodes de l'intelligence artificielle dans ce sens? Ces méthodes, je les ai résumées en quatre méthodes. Il y a la logique, déduction, induction, les réseaux, c'est-à-dire les hiérarchies, les graphes conceptuels, les probabilités et l'optimisation et les contraintes. Et ces quatre classes de méthodes, au cœur, il y a les algorithmes. Et il y a des moyens de mettre en œuvre ces algorithmes efficacement au niveau de la machine. Ces méthodes au niveau horizontal sont plus orientées savoir, alors qu'au niveau vertical, c'est surtout une question de données. Alors, je vais illustrer mes propos concernant la logique. Donc, est-ce que vous avez trouvé la réponse à cette énigme? John est en partenariat avec Peter. John est honnête. Peter est en partenariat avec Tom, mais Tom est malhonnête. L'un d'eux est une personne honnête associée. Est-ce que l'un d'eux est une personne honnête associée à une personne malhonnête? Vous en pensez quoi? Pouvez-vous répondre plus fort? Non? Soit Peter est honnête, et donc Tom fera que la réponse soit correcte. C'est juste une question de branchement. Et un tel raisonnement, c'est possible grâce à la programmation SAT. Et nous pouvons effectuer la déduction. Nous savons que Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. C'est ça la déduction. Une inflammation cause une fièvre,
potentiellement, il est possible qu'il y ait une fièvre s'il y a une inflammation. Le réseau des contraintes. Voici un autre cas de figure. Pierre se rend au travail en voiture, 30 à 40 minutes, ou en bus, au moins 60 minutes. John s'y rend en vélo, 40 à 50 minutes, ou en moto, 20 à 30 minutes. Ce matin, Peter a quitté la maison entre 7h10 et 7h20. John est arrivé au travail entre 8h et 8h10. Peter est arrivé 10 à 20 minutes après le départ de John. Si je vous demande à répondre des questions telles que l'histoire est-elle cohérente, quand John est-il parti, est-il possible qu'il ait pris son vélo, vous allez me demander un papier, un stylo, un peu de temps pour réfléchir. Et il y a même des personnes qui peuvent commettre des erreurs. Mais la machine peut résoudre cela en une fraction de seconde avec cet embranchement. Et la plupart des systèmes intelligents artificiels peuvent le faire. Donc maintenant, on va passer au réseau neuronal ou le réseau de neurones. Alors, c'est juste une somme aux côtés d'une fonction linéaire. Donc vous avez des inputs x1, x2, x3 et la somme des variables avec une fonction linéaire. Connaissez-vous la régression? Donc un neuron artificiel, c'est juste une régression. C'est en fait la neurone de l'intelligence artificielle. Donc j'ai 3 variables en tant qu'input et 4 variables comme output, sortie. Et avec cette fonction vectorielle combinée aux paramètres, par exemple, dans les inputs, un électrogramme, et pour l'output, j'ai un vecteur de tous les paramètres qui intéresseraient un cardiologue. On va lui dire que ça concerne la défibrillation. Le troisième facteur, c'est la tachycardie. Et donc, avec la régression, je vais minimiser l'erreur dans la prédiction. C'est ça la base des réseaux de neurones pour l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Trouver les paramètres pour minimiser l'erreur de prédiction. Même chose pour les images et pour les reconnaissances des visages. Donc on labellise, on étiquette les visages, on va lui donner beaucoup d'images et on va lui dire telle personne est énervée, telle personne est triste à cause de l'expression de son visage et elle va apprendre. Il y a également la prédiction des mots. ChatGPT qui est la nouvelle révolution de l'intelligence artificielle mais qui ne date pas d'aujourd'hui et qui ne date pas d'hier. Il y a ce document publié par Claude Shannon qui est la personne derrière la théorie de l'information et dans ce document il dit que quiconque parle une langue possède implicitement une énorme connaissance des statistiques de la langue. C'est ça le mot-clé ici, statistique. La familiarité avec les mots, les expressions idiomatiques, les clichés et la grammaire lui permet de combler les lettres manquantes ou incorrectes lors de la lecture ou de compléter une phrase inachevée dans une conversation. Et donc Shannon avait prédit, en fait, il disait qu'on pouvait prédire le mot qui allait suivre dans la phrase. Une sorte d'anticipation des mots dans la parole. Et donc il a pu calculer l'entropie des mots et des caractères. L'entropie, plus faible sera-t-elle, plus performant sera le système. Avec une entropie très basse, vous pouvez un petit peu tout prédire. Donc Shannon a démontré que pour l'anglais, l'entropie des lettres, c'était juste 2 bits ou octets. Avec 11 questions, on pouvait... donc voilà, ça dépend de langue en langue. Et il a compris que le langage naturel est régulier. Et donc avec l'induction statistique,
sur la base de la syntaxe à la sémantique, on pouvait prédire justement les mots. Et jusqu'à récemment, il semblerait que les mots qui apparaissent dans des contextes similaires sont sémantiquement proches. Si j'ai une cartographie de mots, par exemple, et si je mets ensemble des termes similaires, par exemple alligator et crocodile, ou bien que je mets ici des mammifères avec des coordonnées, je peux prédire quel terme est similaire à un autre terme. Si j'ai cette projection devant les yeux, je peux associer les abscisses et les ordonnées et comprendre que crocodile est proche d'alligator. Donc ça, c'est en 2 dimensions. Mais avec les progrès actuels, on peut procéder avec 10 000 dimensions. Alors, l'incorporation des mots, qui est une question de projection. Prenons par exemple le mot, le nom de cette ville, Rabat. Et Rabat, on va l'associer à un vecteur. Un vecteur, c'est une liste de nombres réels qui appartiennent à R en 10 000 dimensions. Si j'ai des vecteurs, je pourrais les multiplier, les soustraire, les ajouter. Par exemple, si je rajoute 2 vecteurs, Maroc plus capitale, j'aurai le vecteur qui est Rabat. Si je rajoute 2 vecteurs comme France et enseignante ou professeur, pourra me dire Samuel Paty ou Jules Ferry ou tout autre enseignant qui est aujourd'hui connu. Donc ce n'est pas juste une question d'addition, on peut même procéder par analogie. C'est quoi l'analogue de Berlin, de l'Allemagne, puis de Togo? Il va me donner Lomé. Donc j'ai eu la notion de capitale juste avec une soustraction. Etc. Meilleur, moins, bon, plus, mauvais me donne le pire. Le cuivre, le signe du cuivre, moins le non-cuivre plus l'or va me donner, voilà le symbole chimique pour l'or. Même chose pour la similarité. Disons par exemple parler, potin ou bien rumeur. Je comprendrai que parler est proche de babiller. Et donc ça, c'est la base des modèles de langue, des grands modèles de langue. Donc, les grands modèles de langage, c'est ce qu'on vient de voir, mais à une échelle très, très, très grande. Donc, pour la formation auto-supervisée, prenons par exemple le texte de Shannon qui parlait des langues et on va le donner au système quelques mots et on va demander au système deviner ce qui suit dans la phrase avec les milliards de paramètres pour voilà ce que ça nous a donné. Donc la machine arrive à deviner les mots qui vont suivre dans une phrase grâce à la formation auto-supervisée. Les capacités sont très larges. Qui n'a pas encore essayé des modèles de langue tels que ChatGPT? Vous avez tous? Non, vous ne l'avez pas encore essayé? Mais tout le reste a déjà utilisé ChatGPT. Donc, ils sont très bons comparés aux anciens systèmes. Ils sont bons en termes de dialogue, traduction. J'ai des exemples qui montrent que le dernier modèle GPT-O arrive même à caractériser les auteurs. Il me dit, par exemple, si l'auteur est de sexe masculin ou féminin, si l'auteur a écrit dans sa langue maternelle ou non.
Et il vous dira par exemple que Joseph Conrad a écrit en anglais malgré le fait que l'anglais n'était pas sa langue maternelle. Donc on s'attendait un petit peu à cette montée en puissance et à cette émergence de capacités inattendues, comme le bon sens, comme le calcul, la logique, les maths, la programmation, la planification. On ne s'attendait pas vraiment à l'émergence de ces capacités, mais elles sont là. Et je peux vous expliquer cela plus en profondeur par la suite, car il y aura une présentation consacrée à cela cet après-midi. Voilà ici quelques exemples. Supposons qu'on donne au système, supposons que Gx est égal à f moins 1x. Donc G0 est égal à 5, G4 est égal à 7, G3 est égal à 2. Donc qu'est-ce que f? Normalement, il nous faut un étudiant assez chevronné. Je sais que c'est du niveau du lycée, mais je suis sûr que vous ne comprendrez pas forcément du premier coup ce raisonnement. Voici un autre exemple. Un cas de figure. Au cours d'une année, une population de lapins se multiplie d'abord par un facteur A et le dernier jour de l'année B. Les lapins sont adoptés par les humains en supposant que le premier jour de la première année, il y ait X lapins. Nous savons que exactement 3 ans après, il y aura une population de 27X moins 26 lapins. Quelles sont les valeurs de A et B? J'ai posé la question à des enseignants du lycée et ils m'ont dit que c'était pas le niveau du lycée, car c'est un raisonnement un petit peu compliqué. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. Mais en même temps, ce n'est pas aussi accessible, la réponse n'est pas au bout des doigts. Et donc, voici donc quelques questions auxquelles l'intelligence artificielle a pu répondre. La preuve, on peut, pouvez, et j'ai demandé à l'intelligence artificielle, pouvez-vous écrire quelque chose, une preuve qu'il existe une infinité de nombres premiers, mais je lui ai demandé également que chaque ligne, qu'il y ait une rime pour chaque ligne. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. On ne s'entendait pas vraiment à de telles capacités et elles sont là. Donc, je rappelle que les méthodes de l'intelligence artificielle, c'est la logique, la probabilité statistique, les réseaux, l'optimisation et les contraintes avec les algorithmes pour tout intégrer. Et nous avons travaillé sur des thématiques bien spécialisées comme et nous avons un petit peu souffert pour tout intégrer. Je vais passer au potentiel et aux réalisations de l'intelligence artificielle. Quel est donc le potentiel? Le potentiel, tout d'abord, c'est de permettre un apprentissage basé sur la pratique avec une adaptation adéquate. Adaptation qui concerne l'apprenant, c'est-à-dire un profilage individuel précis. Disons avec, par exemple, si vous naviguez sur Internet, seulement avec une centaine de clics, la machine établira votre profil très simplement et très facilement, ce qui est terrible si on y réfléchit ainsi. La machine peut très bien vous comprendre seulement sur la base sur quoi vous avez cliqué. Vous pouvez vous adapter même pour l'environnement social. Alors, je rappelle que cet apprentissage basé sur la pratique, l'adaptation dépend également du progrès de l'apprentissage, du suivi et de l'évaluation continue, du domaine, de la pédagogie choisie. Et pour ce qui est de ce potentiel, l'utilisation d'outils informatiques puissants permet une représentation graphique, visualisation, simulation, réseautage, résolution collaborative de problèmes et apprentissage. En principe, les potentiels sont immenses. Imaginez les coûts
ayez à l'esprit les coûts que ça coûtait d'avoir un laboratoire ou bien d'enseigner les langues étrangères, alors qu'aujourd'hui, nous avons un système qui est développé par nos collègues, une plateforme qui disait à l'enseignant quel élève souffre de difficultés, quel élève fait face à quel... voilà, donc c'est un moyen d'utiliser ces outils technologiques pour bien comprendre la classe. Et l'objectif, c'est d'avoir l'accès à d'énormes répertoires de savoir et de données. Nous savons que le savoir a changé, car aujourd'hui, le savoir est très répandu. La recherche à l'époque était, le savoir à l'époque était rare. Maintenant, le savoir a été démocratisé. Il est très facile d'accéder au savoir. Encore une transformation, le savoir n'est plus stable. Le savoir est instable, car l'enseignant ne peut se contenter de ce qu'il a appris. L'enseignant est en constant apprentissage. Le web, l'Internet est noyé dans un flot d'informations bruyantes et corrompues, et la distinction entre connaissance et croyance est floue. Et donc, voilà pourquoi il nous faut un filtrage des informations et une évaluation des informations qui est aujourd'hui plus que jamais très nécessaire. L'intelligence artificielle peut également combler les faiblesses des écoles et des enseignants. Nous savons qu'il y a un manque en termes de ressources humaines dans les écoles et même de temps. Vous avez vu le rapport qui dit qu'il y a un manque d'enseignants. Et l'intelligence artificielle, à elle seule, ne peut pas combler ce fossé. En France, là où je vis et où je travaille, les enseignants primaires ont une formation insuffisante et utilisent des pratiques pédagogiques qui sont malheureusement aujourd'hui obsolètes. Maintenant, après les potentialités ou les potentiels, je vais vous parler des réalisations. Alors, aujourd'hui, c'est un domaine de recherche qui est bien établi. Il y a plusieurs publications académiques. Il y a plusieurs développements, notamment pour les systèmes de gestion de l'apprentissage, les systèmes de tutorat intelligent. Et si vous les connaissez, donc ça c'est le niveau horizontal, c'est les méthodes qui requièrent beaucoup d'investissement d'ordre industriel, qui est également une problématique car elle limite en fait le potentiel, mais en même temps, pour moi, l'évaluation est à ce jour un petit peu faible. Il y a tellement de systèmes, mais les recherches sont assez générales. Il nous faut des recherches plus approfondies. Donc, pour illustrer mes propos, voici un modèle d'un enfant qui apprend à un robot social à lire à l'aide d'une tablette pour un jeu de création d'histoire, joué par l'enfant et le robot. Ça, c'est un système qui a été développé par un collègue, Cynthia Brasil, du MIT. C'est un modèle de pédagogie, un modèle d'interface, un modèle orienté étudiant. Voici un autre exemple. Une amie à moi, Jocelyne Franca, qui a développé ce modèle. Ça, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Inutile d'apprendre l'anatomie en lisant des livres. Vous pouvez maintenant apprendre l'anatomie juste en bougeant. Vous pouvez voir visuellement quelle partie de votre corps a été sollicitée. Bien sûr, l'apprentissage est plus efficace lorsque vous agissez, c'est-à-dire que vous interagissez. Les gagnants de la compétition X-Prize ou du prix X, ils ont développé ces systèmes sur ces tablettes pour
leur permettre de mieux lire. Et donc, ce système a été adopté par plusieurs écoles. D'autres exemples, il y a des musées qui enseignent comment la machine marche. À Berkeley, le hall de la science à Berkeley, on enseigne donc aux enfants les caractéristiques de l'intelligence artificielle et des questions telles que la reconnaissance faciale. Comment ces algorithmes marchent derrière l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs systèmes d'apprentissage et de tutoring intelligents pour enseigner les étudiants, pour l'enseignement des maths, des langues, aussi pour assister les enseignants dans leurs tâches, des outils tels que School AI et même pour les notes. Lorsque les enseignants corrigent les copies, il y a Gradescope et la planification. J'ai déjà vu des documents qui disaient que l'intelligence artificielle ne pouvait pas planifier, alors que c'est faux. Je ne suis pas d'accord. Et donc, on peut fixer des objectifs par classe avec ces outils intelligence artificielle. Donc, il faut adapter ces plans aux caractéristiques de la classe. Et il faut donc suivre le plan avec le feedback des élèves. Et ceci a été fait avec cette architecture du système. Il y a donc le profil des utilisateurs, le référentiel d'objets d'apprentissage, les buts d'apprentissage qui sont fixés, une passerelle qui vous permet d'avoir justement une planification automatisée par l'intelligence artificielle qui va donc finir par devenir des conceptions d'apprentissage. Et donc, ce référentiel d'objets ou bien d'éléments d'apprentissage, c'est une ontologie des composantes et des classes et les contraintes en termes de timing de ressources. Il y a également le profil utilisateur, le parcours académique, etc. Vous pouvez extraire les actions éducatives, les tâches et les méthodes pédagogiques pour alimenter la machine, alimenter l'intelligence artificielle. Ça, c'est une fonction pour les étudiants qui sont pragmatiques. Il n'y a pas besoin d'écrire cela manuellement, c'est généré automatiquement du moment que vous l'aurez. Et donc, ça vous donne un plan avec les contraintes de temps et le niveau de progression des élèves. Nous avons procédé avec des expériences avec quelques étudiants, quelques élèves, mais il y a un besoin pour plus d'expérience. Et donc, c'est ça l'idée derrière ce référentiel, en fait, qui prend en considération les métadonnées, qui est défini par les instructeurs et les enseignants, et qui va justement standardiser ces métadonnées. Ça, c'était le volet technique. Et je vais donc conclure avec les limites et les risques. Les limites. Il y a les limites relatives à l'état de l'art. Il y a des modèles qui commettent des fautes, des modèles peu fiables et défectueux. Autre limite, il y a le manque de qualification lorsqu'il s'agit d'assertion. Lorsque vous posez la question, but a few exceptions of giving a figure telling you how likely or how surtout lorsqu'on parle du niveau de confiance avec l'assurance avec laquelle l'intelligence artificielle donne les réponses. Également, la rationalité. Ce qui est rationnel est relatif à vos actions. are not part of
Et ceci ne fait pas partie du raisonnement nécessairement et on tend à l'oublier. Aristote a dit qu'on ne délibère pas par rapport aux fins, mais plutôt aux moyens qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Les fins sont ce qu'il y a de plus important. L'intelligence et la capacité de choisir ses objectifs, on peut considérer cela et là, il y a peut vous aider par rapport à ce point. Et il faut le garder en tête, c'est assez critique par rapport à l'éducation. C'est l'intelligence sans penser. L'IA ne pense pas de la même manière avec laquelle on pense et elle n'a pas cette vue globale par rapport aux objectifs que l'on a. Et ceci est important et critique pour l'éducation. Cela pose des problèmes d'alignement ou de conformité. Donc comment est-ce que l'on pourrait avoir des machines qui soient conformes à nos propres valeurs? Il y a par la suite d'autres risques qui ont été mentionnés ou plutôt pendant les discours introductoires. On parle ici de transparence, de justice, de confidentialité, de confiance, de propriété. Il y a des risques qui sont avec lesquels on est peu familier, qui sont relatifs à la pédagogie, à la dignité, à l'autonomie, à l'influence, etc. Et le Conseil européen, il y a 2 ans, a mentionné justement qu'il y avait des risques par rapport à l'aspect pédagogique parce que l'IA en tant qu'outil requiert plein d'investissements et l'éducation ici est vue comme un investissement qui est régi par des règles, les règles du marché. Là, l'éducation n'est pas un business comme les autres, cependant, et je pense que le problème réside ici. L'IA peut manipuler l'apprenant très facilement. On est très manipulable, vous savez. Et on ne considère pas que cela est le cas, mais les démonstrations sont très importantes. L'IA peut exacerber les pratiques douteuses également. Et vous savez que c'est très mal. On forme les étudiants pour qu'ils soient bons, pour qu'ils performent bien dans leurs examens, mais pas pour qu'ils soient ou qu'ils aient un esprit critique, etc. Et les examens ici constituent un biais pour les systèmes éducatifs et l'IA excelle dans les examens et dans les notations en spécifique. On peut à mon avis, je pense qu'il faut éviter tout système de notation, l'idée en général. Et l'IA est excellente en ce qui concerne la notation. ChatGPT notamment a pris beaucoup d'examens aux États-Unis et l'IA a dépassé de loin, de 80%, la performance des autres apprenants. Et cela veut dire quelque chose par rapport à l'examen en question et non pas par rapport aux apprenants. Ici, on peut mentionner l'examen du barreau aux États-Unis que ChatGPT a réussi haut la main à plus de 80% et c'est un système ici qui on pourrait se débarrasser des examens à mon avis. Il faut pas aller de l'avant. Il ne faut pas que les examens restent une partie centrale de nos systèmes éducatifs. Je pense que l'on pourrait faire sans. Il y a également l'aspect de supplément par rapport aux professeurs. Ici, on peut en implémentant des systèmes d'intelligence artificielle, superviser le professeur et l'aider. Et ici, la contribution humaine deviendrait plus complexe. Prenez l'exemple des voitures automatiques ou à pilote automatique. Je pense qu'il y a un problème. Les voitures sans pilote en spécifique sont un exemple dans ce sens. Au lieu de nous débarrasser du professeur ici, pour les raisons que j'ai mentionnées, on pourrait essayer d'encourager et de renforcer les capacités du professeur ou de l'enseignant.
Par rapport à l'assistant professeur, il faut aider ce dernier à organiser ses ressources, à soutenir les étudiants et à suivre leur progrès et à modérer les groupes et les forums de manière continue. Il y a également l'aspect conseil qui concerne les parents spécifiques. C'est relié à la pédagogie et au domaine, à ce que leurs enfants apprennent, ce qu'ils ne nous apprennent pas également. Et donc, il faut comprendre ces aspects-là. Il y a l'aspect de mentorat sur le long terme et c'est important. Je pense que c'est un rêve qui est réalisable. On peut travailler sur plusieurs aspects de ce dernier. Il y a également l'IA pour les fins d'éducation et de recherche. Et maintenant, on parle de l'IA en tant qu'outil, mais je pense que cela dépasse les outils de manière générale. L'IA ici est un moyen de concevoir les méthodes d'apprentissage de la meilleure manière qui soit. On peut également l'utiliser pour améliorer les méthodes d'enseignement et pour réévaluer ce que l'on enseigne. Je pense que qu'on n'a pas assez d'exemples par rapport à ça, mais il faut revoir les curriculums et on pose souvent des questions, mais il faut revoir le contenu. Et puis, il faut en revenir vers les techniques fondamentales. En premier, les aspects fondamentaux sont très importants, le raisonnement, le savoir, les questions que l'on se pose, et puis la confiance que l'on porte et que l'on a par rapport au savoir que l'on apprend. Et puis, il y a la sensibilisation à l'échelle sociale. En dernier lieu, l'utilisation des machines IA. Il y a un philosophe que l'on a perdu, Daniel Dennett. Il avait parlé du fait qu'il fallait avoir des certificats ou des permis pour pouvoir utiliser l'IA. C'est assez étrange. Daniel Dennett était un chercheur qui aimait provoquer les pensées. Et dans ce sens, il a parlé de ces régulations. Et j'étais moi-même l'un des scientifiques qui a poussé vers l'arrêt et la pause du développement de ChatGPT 5. Et puis, par rapport aux priorités, je pense que l'éducation de citoyens responsables pour le monde de demain est ce qu'il y a de plus important. La priorité est là. Et sur ce, je vous remercie. Voudriez-vous venir ici? Merci énormément, professeur Karim Rellal, de cette présentation. Merci encore une fois de ce discours qui a pu résumer plusieurs points de votre recherche dans ce domaine qui est extrêmement important, l'intelligence artificielle et l'éducation. J'ai pris note du fait que l'intelligence artificielle est relative à des processus cognitifs, mais aussi aux défis qu'il présente. Donc, on fait face à plusieurs défis en tant qu'être humain, surtout par rapport à l'éducation. Je ne vais pas résumer ce que vous avez dit, mais je vais plutôt donner la parole à nos collègues de l'UNEC et aux autres participants. On a 15 minutes pour prendre quelques questions. Vous pouvez les adresser à M. Malik Rellal. Monsieur Amir Ben Saïd, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur Malik Rellal. C'était fascinant de vous écouter. Vous avez parlé avec une telle profondeur, adoptant une vue 360 degrés. Maintenant, tenant compte des surprises que l'on a eues par rapport à l'IA générative et
Est-ce qu'on est loin des perspectives désirées, des perspectives que vous avez soulignées notamment? Y a-t-il d'autres questions? Des questions ou des remarques? Allez-y. Pouvez-vous vous présenter? Vous pouvez utiliser le microphone. Merci de votre présentation fascinante. J'ai une question par rapport à votre proposition en relation avec l'évaluation continue de l'apprentissage et donc l'éradication des systèmes basés sur l'examination. Donc, à mon avis, je dirais qu'il y a des avantages qui viennent avec ces évaluations. Je pense que cela menace les étudiants quand ils sont constamment examinés. Donc, on pourrait parler ici de différents rythmes d'apprentissage que les élèves et les étudiants ont. Ils préparent chacun de leur manière et quand ces évaluations deviennent continues, je pense que la situation est différente. Je suis intéressée, je voudrais savoir ce que vous en pensez. On pourrait prendre une autre question maintenant? Pas de questions? Parfait, allez-y. Je vais commencer par la dernière question sur l'évaluation. Vous avez raison. On pourrait voir les évaluations comme un événement particulier, oui, mais je pense que l'on pourrait avoir d'autres événements et d'autres points dans cette quête d'apprentissage. Les examens sont effectivement stressants, oui. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Si on les voit comme une menace, effectivement, mais si on les voit comme une manière de fournir un retour, alors je suis satisfait avec cela. On a des formations, on a par exemple les formations sportives. Si mon coach me dit de lever ma main plus haut, etc., ben, je suis d'accord avec cela. Cela me permettra d'améliorer ma pratique et je pense que le suivi et le retour, les deux devraient être positifs. Il ne faut pas sanctionner les étudiants. Nous sommes tous capables de développer certaines capacités et c'est mon axiome, j'y crois. Il faut que chacun puisse évoluer au sein de ces systèmes de suivi. Il faut cependant avoir un retour. Ces retours sont importants parce qu'ils permettent au système d'être conduit en respectant l'environnement en question. Monsieur Ben Saïd, pour répondre à votre question, je pense par rapport au jumelage digital, il nous faudra un peu de temps avant d'avoir un jumelage digital qui puisse être performant sur le long terme et qui puisse donc nous fournir les retours nécessaires. Je pense que cela prendra plus d'une décennie. Il va nous falloir plus de temps, plus d'investissement et plus d'incitation et de priorisation. Il y a des aspects, bien sûr, où l'on ne peut pas avoir des machines qui soient... Et puis, il faut avoir des capacités intégrées, des capacités logicielles. Je pense que cela est faisable. Excellent, merci. Allez-y, je vous en prie. J'ai une question par rapport à la gouvernance et par rapport au fait de mener ces innovations vers le bon chemin. Vous avez parlé de la technique qui dépasse la science et qui dépasse bien évidemment la prise de décision et l'élaboration des politiques.
à votre avis, comment est-ce que l'on pourrait améliorer cette gouvernance relative à ces innovations et qui devrait être impliqué dans ces processus de gouvernance relatifs à l'IA? C'est une question assez difficile. Merci de l'avoir posée. C'est un point extrêmement important. Les outils, les buts et les objectifs sont bons, oui, mais l'organisation est un point crucial. Le fait est que les techniques ont dépassé la science aujourd'hui. La science doit tenir compte du fait que les entreprises privées aient dépassé les efforts consentis par le secteur public, pardon. En Europe, quand on investit 1 euro en recherche et IA, on voit les entreprises qui investissent 100 euros. Et donc, on a vraiment du mal à rester ou à occuper une bonne position dans ce sens ou à fournir même de l'aide au système de gouvernance. Dans plusieurs cas, les instituts interdisciplinaires d'IA à Toulouse, notamment, que j'ai présidé pendant un certain moment, a vu la participation de collègues de la faculté de droit qui ont travaillé sur ces éléments-là de gouvernance et sur leur mise en œuvre également. L'acte IA de l'Europe a posé plusieurs problèmes. Mes collègues étaient donc contre cet acte-là, mais je l'avais encouragé. Il y avait une conférence d'ailleurs en 2019 sous la demande du président Emmanuel Macron qui avait parlé de l'IA au service de l'humanité pour parler de ces aspects de gouvernance justement. C'est une tâche très difficile parce que les politiciens ne sont pas aussi sensibles à ces questions et la communauté scientifique, de son côté, n'est pas assez solide et a besoin d'investissement. Et je pense ici que cet acte fera que l'on aura plus de visibilité. Cela classifie notamment les menaces relatives à l'IA et travaille sur la réévaluation de manière continue. Et je pense que ceci est une étape excellente. Dans ce sens, il faut être très vigilant et il ne faut pas laisser au marché toutes les rênes du pouvoir. Avez-vous une autre question? On prendra une pause de 15 minutes. Deux questions de plus, monsieur et madame Stéphanie et monsieur. Je vous en prie, allez-y. Merci, professeur. Selon votre intervention, les humains ont une grande capacité pour contrôler les algorithmes de l'intelligence artificielle et ce qu'une personne peut produire en termes de communication linguistique est plus complexe que la production d'une machine. Selon votre présentation, si l'on peut utiliser l'intelligence artificielle à bon escient, ça pourrait servir les systèmes éducatifs et non pas avoir une relation conflictuelle avec. Les humains sont plus complexes que la machine. Ils peuvent produire un nombre illimité d'idées et de langues rapidement et de manière complexe. Les humains peuvent créer la machine, mais la machine ne peut pas créer l'être humain. Oui. Dernière question. Merci pour votre... Je suis François en État de France. J'ai été fasciné par votre présentation car il y a eu plusieurs tensions que vous avez soulevées. La tension entre rapidité de développement pour l'intelligence artificielle et nous savons que la recherche portant sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'apprentissage et l'éducation de manière générale est assez lente et requiert plus de temps. Donc comment est-ce que, avez-vous une idée plus approfondie sur cette tension? Et nous savons que pour l'éducation et les pratiques de l'éducation sont très lentes. Donc comment est-ce que vous
comment est-ce que nous allons en faire un élément à succès, combiner la rapidité avec laquelle l'intelligence artificielle se développe et la lenteur, ou bien le temps qu'il nous faut pour l'application correcte de l'intelligence artificielle. Et vous avez parlé des examens et des copies. Vous savez, il y a une tendance aujourd'hui dans l'éducation qui s'appelle l'évaluation nouvelle de l'apprentissage, des acquis. L'apprentissage, l'évaluation pour l'apprentissage et non pas l'évaluation de l'apprentissage. Donc, j'aimerais vous écouter concernant ce volet en particulier. Alors, je vais commencer avec la deuxième question. Effectivement, la dynamique qui s'instaure est une problématique très complexe. Car il y a la dynamique naturelle qui est lente, effectivement, qui prend pour nous, pour évoluer en tant qu'espèce naturelle, ça prend des milliers d'années. Et il y a la dynamique d'ordre social, qui est une question de siècle. Et il y a la dynamique de la technologie. La dynamique de la technologie est plus rapide et elle devient de plus en plus rapide continuellement et constamment et perpétuellement. En fait, une espèce intelligente évolue plus rapidement comparée à une espèce non intelligente. Mais, encore une fois, c'est une question qui a été débattue après Darwin, mais aujourd'hui, elle a été prouvée. Les outils de l'intelligence, en fait, ils accélèrent l'évolution de l'humain plus rapidement que l'évolution de la société. Certains disent qu'il faudra 3 générations pour avoir une génération qui comprendra cette technologie. Il faut une génération pour former l'enseignant et une autre génération pour que l'enseignant forme la génération à venir. Mais en fait, la rupture, c'est que ChatGPT a été rendu public du jour au lendemain. Et il nous faut nous adapter. Voilà pourquoi il faut des mécanismes de contrôle, de régulation. Nous sommes dans une course contre la montre. Et donc, il nous faut prévoir ce qui pourrait se produire. Et voilà le problème. Ce n'est pas ce qui s'annonce, car la dynamique de la société est lente. Bien sûr qu'on ne peut pas s'arrêter. Nous sommes au beau milieu de cette course. Il faut continuer à nager, à courir, mais on ne peut pas le faire sans connaître les prochaines étapes. Concernant votre question, je vais évoquer ici, citer Michel Serres, qui dit que la science est ce qu'un père enseigne à ses enfants, mais la technologie, c'est ce que l'enfant enseigne à son père, qui est une citation assez profonde, c'est le cas de le dire. Et probablement, nous devrons introduire à un certain moment entre la relation s'établissant entre l'enseignant et l'étudiant, ce volet technologique, ce qui ne peut que contribuer positivement pour la suite. Mais effectivement, j'aimerais discuter davantage avec vous. Nous n'avons pas de solution car c'est une question de dynamique et d'adaptation. Et la rapidité de l'évolution de la technologie est plus rapide que l'évolution de la société et de la nature. Concernant le fait que l'humain soit plus complexe que la technologie, bien sûr, l'émotion, tout ça, mais en termes de précision dans les tâches, je pense que l'intelligence artificielle, moi, j'aime pas comparer l'humain et l'intelligence artificielle car ce sont des ensembles de capacités tout à fait différentes. Bien sûr que en termes de langue, l'humain dépasse la machine sur le plan de la langue. Par exemple, je vous donne cet exemple. Sarah n'a pas pu monter sur le bateau car le bateau était plein à craquer.
Comment avez-vous compris le terme bateau? Et donc, ici, il y a une question d'ordre linguistique que la machine ne saisira pas forcément. Même chose pour les dialogues approfondis et avec les outils aujourd'hui à disposition. On ne devrait pas comparer l'humain, être complexe avec ce que l'intelligence artificielle peut faire, surtout lorsqu'on parle de valeur et lorsqu'on parle de motivation. Les machines n'ont pas de motivation. La motivation a pour point de départ la personne, c'est-à-dire l'élève, l'enseignant qui doit être motivé par la société. Merci. Je pense que le meilleur moyen de conclure cette session très riche en informations, c'est de reprendre ce que vous avez dit. On se fixe des objectifs. Les personnes se fixent des objectifs. Et l'intelligence artificielle, justement, c'est un outil pour atteindre ces objectifs qui sont fixés par l'humain avec tout son apport, notamment les